Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Francosphère avec un invité qui a appris à marcher sur la Lune dans les années 60, ou plutôt dans les paysages lunaires du Sahara, le plus grand désert du monde aux paysages extraterrestres. Nous recevons aujourd'hui le Touareg Abdou Borji, devenu tour opérateur dans son extrême sud de l'Algérie. Dans le goût de l'enfance, des enfants précisément vont jouer les coucous dans le nid d'Anne Bonneau. À sa place, ils vont faire parler Aziza du couscous. Aimeriez-vous vivre en métropole? Question posée aux jeunes ultramarins de Génération Watt. Leurs réponses sont très mitigées. Francophonie? Qu'est-ce que ça dit? Francophone? Qu'est-ce que ça donne? Bonjour Abdou Borji. Bonjour. La francophonie, c'est le moyen de parler à vos clients, ces touristes que vous guidez dans les dunes sahariennes. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est d'autre la francophonie? La francophonie, oui, c'est un moyen de parler pratiquement avec toutes les autres étrangers que je reçois, disons, les nationalités européennes ou d'autres. Tout le monde parle en français? Presque plus ou moins. Beaucoup parlent français en tout cas, oui. Parce qu'on travaille en français, on parle en français. Et même si le nombre de clients ne parlent pas français, il y a toujours un ou deux personnes qui parlent français dans les groupes. Quoi. Et comment se porte la francophonie aujourd'hui au sud de l'Algérie où vous habitez, donc l'extrême sud désertique? Pour l'instant, on peut dire bien et en même temps en train de se perdre à certains endroits. Parce que il y a eu une rupture, parce que pendant un bon moment, il était étudié à l'école, et puis il y a eu une rupture pendant peut-être 7-8 ans. Et là, il y a une génération, ce qui fait... de nouveau, ils ont remis à l'enseigner. Il y a une génération qui ont entre 20 et 25 ans, qui parle très mal le français, ou pas du tout. Alors la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, elle Oui. s'est surtout passée dans le nord, dans des villes comme Alger, évidemment. Ouais. Elle n'a pas laissé les mêmes cicatrices chez vous, dans votre zone à vous? Non, pas du tout. Parce que pratiquement dans les sites, presque dans tous les sites, surtout dans ma région, il n'y a jamais eu des guerres. Il y a eu surtout, on peut dire, une complicité parce qu'il y a une complicité entre les officiers français qui étaient là-bas par rapport à les méharistes. Les méharistes, c'est donc les guides du désert. Les guides sahariens qui étaient engagés dans l'armée. Et parce que, alors, ce qui se passait, disons, il y a 5 ou 6 Français, plus une quarantaine de Touaregs. Donc, ce qui fait, il y a eu plutôt un rapport d'amitié, d'échange. Il n'y a pas eu de haine, ni la guerre, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait venir... je raconte une histoire d'une expérience qui m'est arrivée. Oui, allez-y. Pratiquement, parce que j'ai mon père qui a fait l'armée française, comme tout le monde. Il était militaire français, il était de nationalité française, évidemment, voilà. Comme tout le monde à cette époque. Et à un moment, j'ai entendu parler d'un certain lieutenant, donc, qui était chef des méharistes dans la compagnie dans laquelle mon père s'est trouvé. Et ces lieutenants, j'ai entendu parler de lui pratiquement toute mon enfance. Et un jour, je me retrouve à Paris par hasard, où je rentre dans une boutique comment on appelle ça, une boutique d'artisanat africain, où je rencontre ces lieutenants en question. Et vous vous reconnaissez et vous échangez sur cette époque? Il s'est adressé à moi parce que quand il m'a vu habillé en Touareg, donc il a compris que je suis venu de là-bas. Il s'est adressé à moi en me demandant je viens de quelle région, de quelle tribu. J'ai compris qu'il connaît un petit peu notre culture et je sais qu'il y a des tribus et tout ça. Et je me suis présenté, il m'a dit oui, j'ai eu un certain Borji dans mes méharistes. Je lui dis que je suis son fils, systémalement, la bonne question. Et j'ai réussi difficilement à amener ce lieutenant. Entre-temps, il est devenu colonel, donc il n'était plus lieutenant. Il est devenu colonel. J'ai réussi de l'amener, de visiter le désert, parce qu'en même temps, lui, il est resté sur l'esprit de la guerre, parce que quand il est rentré après, à la fin des années 60-61, il est remonté vers le nord. Ouais. Et là-bas, il s'est blessé dans la guerre, et puis il est remonté pour se faire soigner en 61. Et puis, il a gardé ses mauvais souvenirs. Oui, alors forcément, pour lui, c'était un peu douloureux de retourner là-bas. Alors, si vous vous demandez encore qui vous parle, qui est Abdou Borji, qui est toujours en tenue Touareg, et j'invite les auditeurs à se reporter à la vidéo pour le vérifier, eh bien, vous savez aussi que Corinne Alexia Dabo ne manque pas une occasion de vous éclairer sur nos invités, du moins à sa façon, dans son portrait coupé-décalé. Hey!
ne connaît pas Abdou Borgi? Ah bon? Vous ne le connaissez pas? Remarquez, vous n'êtes pas les seuls. Ses propres enfants ne voulaient plus le connaître quand il venait les chercher à la sortie de l'école en grande tenue d'homme bleu. Il voulait d'un père plus passe-partout, pas d'un père que tout le monde reconnaît car il est le seul dont on ne voit pas le visage. Dans le désert, c'est tout le contraire. Si Abdou Borgi s'habillait à l'européenne, il perdrait tout crédit auprès des touristes qui l'accompagnent. Est-ce que ça veut dire que les touristes sont de grands enfants ? Pour compléter ce qui vient d'être dit par Corinne, il faut préciser, Abdou Borgi, que vous êtes marié à une Française, que vos enfants ont été scolarisés à Paris et que, comme tous les enfants, ils n'aimaient pas trop, à la sortie de l'école, que leur père attire l'attention justement par une tenue qui sortait de l'ordinaire. Bah oui, ils préfèrent qu'il ressemble à tous les autres pères. Ils préfèrent qu'il sera un papa comme tous les autres papas. Donc il ne veut pas qu'il y ait un papa que tous les enfants, puis tous les parents regardent. Alors c'est plus tard qu'on est très fiers d'être différents, mais quand on est petit, on veut être comme les autres. Exactement, oui. Et comment est-ce qu'ils vivent aujourd'hui, justement, qu'ils ont grandi leur double culture ? Là, ils le vivent beaucoup mieux, donc ils sont même très fiers parce qu'ils passent la plupart de leur temps à faire la navette entre les Sahara et Paris. En quoi l'enfance que vous avez connue, vous, donc dans le Sahara, là où vous êtes né, où vous avez grandi, se distingue-t-elle de celle de vos enfants ? En quoi, j'imagine que ça n'avait rien à voir d'une certaine manière ? Absolument rien à voir, parce que, mine de rien, donc on dit que dans le désert, il n'y a rien, c'est le désert, mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a rien, mais en même temps, il y a la liberté, il y a une autre façon de vivre qui n'a absolument rien à voir avec celle de mes enfants en France, à Paris. Et finalement, vous trouvez qu'ils ont objectivement des raisons de vous envier de l'enfance que vous avez eue par rapport à la leur ? Mes envies, c'est pas vraiment. Enfin, si, peut-être parce que l'aîné, c'est lui, l'aîné, les moyens, parce que j'ai un autre qui est un plus grand. Les moyens, l'autre jour, il a voulu arrêter ses cours d'école pour venir habiter dans le désert. Et vous avez dit non, papa a dit non, papa a tapé du poing sur la table. Exactement, en pensant que c'est que des bénéfices. Donc ça veut dire qu'on joue, on rigole, on chante. Non. J'ai réussi à les persuader qu'il faut continuer les études, qui est très important. Alors on parlait du regard des touristes sur les Touaregs avec une tenue européenne qui évidemment ne conviendrait pas. Est-ce qu'il faut, pour vous, respecter finalement un certain folklore pour ne pas décevoir les touristes ? Ça ne fait pas vraiment partie des folklores parce que ça fait partie des traditions. Disons, quelqu'un qui est... Parce que les châches, de porter un châche comme donc le turban dont vous êtes entouré. C'est pas seulement couvrir son visage, c'est toute une responsabilité, c'est tout un honneur, c'est tout un... Il y a un code, ça a une signification précise ? Ça a une grande signification, ça veut dire il y a beaucoup de... on se met en valeur, ça veut dire... c'est un peu long à expliquer. Comment on peut expliquer ça en deux mots ? C'est-à-dire que chaque... Échec, ce qu'on appelle en Touareg échec. Oui. Un homme qui a échec, ça veut dire je peux certains trucs, je peux le faire autant qu'une personne. Ça veut dire, je sais pas, disons, je peux faire un truc, une bêtise, disons, si je suis habillé à l'européenne. Parce que là, si jamais il y a une punition, c'est Abdou Borgi qui va se punir. Mais par contre, habillé en Touareg, l'échec, il ne me permet pas de mettre toute la vie de toute la nation Touareg en tort. Donc, je suis obligé de me comporter correctement dans toute façon. Ça veut dire que l'habit fait le moine, comme on dit ici, que vous êtes contraint par votre costume ? De respecter toutes les bonnes conduites. Aujourd'hui, Anne Bonneau a sous-traité son goût de l'enfance à des enfants de Radio Couscous, une radio éphémère, le temps d'un atelier de création organisé le mois dernier par l'Institut du monde arabe dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Avec l'aide d'Anna Raimondo et Younes Rezouki, ils ont réalisé l'interview d'Aziza sur la préparation du couscous. Bonjour madame. Comment vous fabriquez-vous le couscous ? Avec de la semoule et de la farine, de l'eau et un peu de sel. Comment aimez-vous le couscous ? De plusieurs façons, avec des légumes, avec de la viande ou des poissons, ou sucré avec des dattes et des grenades. D'où vient le couscous ? On pense que c'est l'Afrique du Nord, mais il y en a qui disent la Chine, et je ne suis pas très sûre encore. Est-ce qu'il y a des fois des occasions dans lesquelles vous mangez du couscous plus que d'autres ? Oui, par exemple pour les mariages traditionnels, pour les fêtes aussi, des grandes fêtes. Toute la famille se réunit
D'où vous connaissez la recette du couscous? Par ma grand-mère et ma mère. Ça s'apprend, ça se transmet. Est-ce que elle vous l'a dit dans le salon ou elle vous l'a dit dans la cuisine ou elle vous l'a dit où vous dormez ou elle t'avait dit où tu fabriques ou comment tu fabriques le couscous? Alors voilà, une fois par an, on fait, les maisons arabes, elles sont carrées, il y a un grand patio et les femmes se réunissent là avec des grands bassines et elles roulent le couscous à la main pour toute l'année. On fait la provision. Ça c'est, mais quand on fait à manger, c'est dans la cuisine. Est-ce qu'on peut préparer du couscous dans le désert, Abdou Borji? Si, le couscous pratiquement dans toute l'Afrique du Nord. Et comme nous, dans le Sahara, on fait la ceinture entre les Sahel et le Maghreb, donc il y a aussi le couscous. Mais notre plat traditionnel, c'est la taguilla. Qui consiste en quoi? Taguilla, c'est une galette. C'est une galette à base de semoule qui est cuite dans le sable chaud. Donc ça veut dire on fait un trou dans le sable qui va nous servir des fours. On allume les feux pour réchauffer les fours et puis on enlève les braises. On met des braises de côté. Une fois que la pâte est bien préparée, on met la galette dans le sable, on le couvre du sable chaud et il faut la tourner sur les deux côtés. Et une fois qu'elle est sortie du sable, comme par magie, il n'y a pas un seul grain de sable. Et voilà, comme ça nous fait un repas tout chaud. Et c'est servi avec quoi? C'est servi, donc on peut le manger soit sucré, soit salé. Donc on peut faire une sauce à base de légumes, de tomates ou tout ce qu'on a sous la main. Et c'est un plat qui est à peu près très adapté au désert parce qu'il faut très peu de choses parce que comme nous, les Touaregs, c'est un peuple nomade qui se déplace beaucoup dans le désert d'un endroit à un autre. Il suffit d'avoir un peu de semoule et une cuvette et de l'eau et on peut préparer un repas. Parce que la même cuvette, il peut nous servir pour faire sa galette et après servir pour faire la sauce après. Et, voilà. Et on a faim dans le désert? On a très faim parce qu'on marche beaucoup. Quand on marche, bien sûr, on a faim. Oui. Il faut boire, évidemment. Combien de litres par jour et par personne? Pour vous, les Européens, donc disons, il faut boire au moins, paraît-il, parce que vous avez des constitutions différentes. Voilà. Besoin de 4 à 5 litres par jour. Et nous, à force de vivre dans le désert, on est devenu un peu, je ne sais pas, habitués. Des fois, on peut rester même une journée sans boire. Mais par contre, vous êtes comme des chameaux, alors? Voilà, mais par contre, on boit beaucoup de thé. Donc, on fait beaucoup de cérémonies. C'est vrai que c'est plus désaltérant de boire chaud? On fait beaucoup de cérémonies. Dès qu'on a une petite minute, on fait une cérémonie des 3 thés. Donc, les 3 thés, ça veut dire 3 thés qui ont chacun un goût différent. Qu'on dit les premiers, c'est lui qui est amer comme la vie. Les secondes, c'est lui qui est fort comme l'amour. Et le troisième, c'est lui qui est suave comme la mort. Francosphère, Dominique Rodrey. Le bleu est une couleur chaude, ce n'est pas Abdou Borji qui prétendra le contraire, puisqu'il est un homme bleu, autrement dit un Touareg né dans la fournaise du Sahara, où son métier aujourd'hui consiste à y guider les touristes. Mais c'est d'une femme battante que nous allons parler tout de suite avec les archives 2008 du CIRTEF, le Conseil international des radios-télé d'expression française. Mère de 4 enfants, Cissé Djeneba Sow est ingénieure forestière au Mali, engagée dans un programme de coopération avec l'Allemagne pour le développement de l'économie locale. On travaille pas seulement pour gagner sa vie, mais aussi parce qu'on aime faire ce travail-là, parce qu'on a besoin de le faire. Je suis spécialiste forestière de gestion des ressources naturelles. J'avais travaillé sur des aspects de renforcement des capacités, sur des questions de leadership et de promotion des femmes. Et ça me tentait maintenant de revenir dans ce secteur originel, qui est la gestion des ressources naturelles. Et j'ai travaillé pour un programme de la coopération suisse qui s'appelle Intercoopération et qui travaille sur ces questions-là dans la partie sud du Mali. Donc là aussi, j'y ai travaillé pendant près de 2 ans et ensuite je suis venue dans ce programme de la coopération allemande qui travaille sur le renforcement de la décentralisation. Et ce qui m'intéresse au niveau de cette institution où je suis actuellement, c'est bien sûr la base du développement en milieu rural, c'est les ressources naturelles. Pas de forêt dans votre sud de l'Algérie, évidemment, Abdou Borji, mais est-ce qu'on peut trouver l'équivalent du Mali, c'est-à-dire des femmes ingénieures en hydrologie, par exemple?
Les femmes ingénieures, non, il n'y en a pas. Donc, il n'y en a pas. Mais notre société, c'est la société matriarcat. Qui veut dire c'est les femmes... Les femmes commandent à la maison? Voilà, qui commandent de partout. Donc, dans l'ensemble des choses, c'est les femmes qui commandent. La société est matriarcat. Et la femme est... Oui, mais est-ce que c'est bien vrai, ça? Par exemple, vous, avec votre père et votre mère, c'est à votre mère que vous obéissiez le plus, entre guillemets? On obéit à tous les aînés. On obéit à tous les aînés, donc parce qu'il y a une éducation, tout ce qui est, même s'il a une journée plus que toi, on lui doit l'obéissance. Mais dans la maison, disons dans l'entente ou dans l'ensemble de toutes les choses, c'est la femme à qui elle appartient toutes les dernières décisions. On parle à propos des Touaregs, des hommes bleus, à cause de votre tenue en bleu indigo. On parle des hommes bleus, on ne parle pas des hommes et des femmes bleues. On met quand même les hommes en avant. Alors est-ce que ça ne veut pas dire que la société est quand même bien masculine malgré tout? Ça, c'est les hommes bleus, c'est un mot qui est donné par les Français. Donc, voilà. Donc les hommes, c'est un mot qui est donné par les Français. Nous hommes bleus ou les Touaregs, et nous, on surnomme Imouhar ou Keltamachak ou Keltamahak, qui veut dire les hommes libres. Donc les hommes libres, donc hommes bleus. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de frontières, en l'occurrence? C'est libre dans tous les sens des termes. Ça veut dire on peut bouger, aller où on veut, faire ce qu'on veut, les moments on veut, quand on veut. Qu'est-ce qui distingue la culture touareg du mode de vie du reste de l'Algérie? Le nomadisme, l'immensité des surfaces dans lesquelles on vit, la langue, la culture, et tout ça, c'est différent. De quoi est-ce qu'il faut avoir peur ou au moins se méfier le plus dans le désert? Le désert, on ne peut pas s'aventurer tout seul si on ne le connaît pas. On a besoin de quelqu'un qui va nous guider. Le désert, c'est un peu comme la mer. De s'élever, de sortir de son duvet ou de sa chambre, d'aller sauter dans un bateau, d'aller dans la mer sans connaître rien du tout sur la mer, donc on meurt. Dans le désert, c'est la même chose. Donc, le désert, il faut connaître. Hier, un homme est venu vers moi d'une démarche un peu traînante. Il m'a dit, t'as tenu combien de jours? J'ai répondu, bientôt 30. Je me souviens qu'il espérait tenir jusqu'à 40. Quand j'ai demandé son message, il m'a dit d'un air tranquille, les politiciens finiront tous un jour au fond d'un asile. J'ai compris que je pourrais bientôt regagner la ville. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Toutes les règles un peu truquées du jeu qu'on veut te faire jouer les yeux bandés. Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps, tu te demandes à qui ça sert. Les yeux bandés. Quand t'es dans le désert, le tube qui avait fait connaître Jean-Patrick Capdevielle au tout début des années 80, je suppose qu'on vous l'a chanté quelques fois, vous l'avez sans doute entendu. On me l'a chanté très souvent. Oui. À quoi ça leur sert à vous voyageurs d'aller dans le désert? C'est des dépaysement total et de changer des idées et de voir d'autres choses, quoi, des dînes, d'autres cultures, de se vider la tête, tout simplement, quoi. Et vous, quand vous n'êtes plus dans le désert depuis trop longtemps, qu'est-ce qui vous manque, Abdou Borgi? Je ne peux pas m'éloigner du désert depuis très longtemps, au contraire. J'ai essayé les plus longtemps que j'ai resté loin du désert. Au bout de 2 mois, non, c'est beaucoup. Je peux pas. Vous déprimez? Bon, même plus, oui. Je déprime, je deviens agressif, je deviens, tout ce qu'on veut, parano et tout. Alors il arrive que les meilleurs guides de montagne soient victimes d'avalanches, qu'ils fassent des chutes mortelles d'escalade. Pour un méhariste ou guide du désert, le risque principal, c'est quoi? Le risque principal Qu'est-ce qui peut vous arriver comme type d'accident? Si je fais l'équivalent avec les guides de montagne. Le grand accident qui peut arriver, par exemple, la saison de mars-avril, c'est la saison des vents de sable. Les vents de sable, ça veut dire quand il y a les vents de sable qui peut durer pendant une semaine, on voit pas, il y a tellement de sable, on ne voit même pas 1 mètre devant lui. Et si jamais on ne connaît pas la nature, on ne connaît pas les vents quand ils se préparent, parce qu'il laisse quand même on le voit. Si jamais on ne connaît pas ces trucs, on peut se retrouver au milieu des vents, au milieu de nulle part. On risque de mourir. On risque de se perdre. Voilà. Dans Génération Watt. On risque de se perdre. Mais c'est pour ça,
il faut connaître en même temps la nature, tout ce qui l'entoure, comment on trouve de l'eau, quand le temps il va changer, l'endroit où il y a de l'eau, l'endroit où on peut trouver de l'ombre. Dans le désert, il faut connaître tout l'ensemble qui est dans le désert. Et comment on connaît ça? C'est des choses, c'est des choses qu'on peut pas. Il faut vivre. Parce que vous ne connaissez pas chaque mètre carré du désert. Je ne connais pas chaque mètre carré du désert, mais en même temps, je peux faire des milliers de kilomètres dans le désert, je ne veux pas me perdre. Parce que je connais la façon où les sables... Ça se passe toujours un peu de la même manière Plus ou moins. Si on connaît, oui, plus ou moins. Pour les gens qui ne connaissent pas, tout sera ensemble. Dans Génération Watt, cette semaine, Sandrine Weber a sélectionné les réponses des jeunes ultramarins de Martinique, de La Réunion et de Polynésie sur leur envie ou non de vivre dans l'Hexagone. Vivre en métropole, pour toi, c'est un jour peut-être déjà fait, mon objectif, mon cauchemar obligé. J'étais obligée par rapport à mes études, puisque j'ai commencé une licence de psycho et qu'on ne peut pas faire de psycho ni en Guadeloupe, ni en Guyane, ni en Martinique, donc j'étais obligée et je ne vais pas recommencer. En vivant en métropole, j'aurais plus dit un cauchemar. Hein. J'aime pas le climat. Je suis plus attirée par l'extérieur, les autres pays, les États-Unis. Pour les vacances, oui, mais non, ça me dit rien. Pour moi, vivre en France, on a juste la chance d'habiter dans un beau pays. Mais pour moi, il est mal dirigé. Un jour, peut-être. Ouais, moi aussi, un jour, peut-être. Ouais, mais pas pour vivre. Enfin, je pense pas que je vivrai là-bas. Moi, je pourrais pas. Ouais, mais vu tout ce qui se passe là. Tout ce qui se passe tout ce qui se passe, et puis ils sont très stressés, donc... Moi, j'ai eu une bonne expérience, quand même. Je sais pas, quand tu vois les infos... Ouais, j'ai pas super envie d'aller y vivre. Tout le temps des manifestations. Je n'ai pas spécialement envie d'aller vivre en métropole, mais j'adore Paris, c'est l'une de mes villes préférées, quoi. Je la trouve magnifique. Et vous, Abdou Borgi, qu'est-ce qui vous frappe quand vous êtes à Paris? La beauté de la ville ou le stress des habitants? C'est surtout la beauté de la ville. Le stress des habitants, je préfère éviter. Donc c'est vrai, 90% des habitants sont stressés. Alors il y a une allusion à ce qui se passe depuis quelques années, malheureusement, c'est-à-dire les attentats. Vous, dans votre zone à vous, la présence de groupes islamistes comme AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ça a un effet sur la fréquentation touristique? Une perte de 80% de la clientèle. 80% Oui, 80% de la clientèle, parce que comme la majorité des gens qui venaient là-bas, c'est des francophones, des Français, certes francophones, et puis il y a deux autres. Et disons, les médias, c'est vrai, ils en parlent beaucoup. Donc vous êtes pratiquement au chômage technique, alors, du coup? Presque, oui. Presque, excuse-moi. Donc il y a un petit bricolage. Donc on bricole, on dit. Depuis 2011, et il y a pratiquement, voilà, donc la perte des 80% des fréquentations touristiques. Et alors, comment vous compensez? On bricole comme on peut. Bon, on n'en saura pas plus. Dernière rubrique de l'émission, le Speak French de Jean-Marie Chazot, qui s'adresse aux premiers des Français, pas très à l'aise dans la langue de Shakespeare et de Bill Gates, quand il s'agit de promouvoir les incubateurs français de nouvelles technologies. L'initiative French Tech Ticket. Ainsi parle le président de la République, accueillant des concepteurs de start-up venus du monde entier. La French Tech Ticket. Pas facile à prononcer le nom de ce programme dans la bouche d'un Français et surtout du premier d'entre eux. Sur la ticket français, French Tech Ticket. Bien sûr, il s'agit de faire venir des étrangers dans un domaine où domine l'anglais, mais... Je ne devrais pas parler comme ça, je le sais. French Tech Ticket, on devrait dire ticket français. Pour la technologie. Et oui, le président de la République est aussi le protecteur de l'Académie française. Mais c'est pour vous attirer qu'on fait ça. Start-up se dit aussi jeune pousse, mais on attend justement celle qui trouvera des noms en français moins poussifs dans ce domaine, ou alors plus faciles à prononcer pour les francophones. J'imagine que même dans le désert, Abdou Borgi, on s'est mis aux nouvelles technologies? Oui, beaucoup. Pratiquement tous les jeunes maintenant, mais même de mon âge. Tout le monde a son ordi, ses téléphones portables. Vous avez 2 téléphones portables. Voilà, même les téléphones et tout. On capte dans le désert? Oui, on capte pratiquement dans tous les oasis, c'est rien. Mais par contre, une fois que dans le désert, donc là, il n'y a plus de réseau. Et le sevrage? Les seules communications qu'on peut voir là-bas, c'est par les téléphones satellitaires. Et vous voyez des touristes arriver avec leur valise satellite alors pour ne pas être en manque? Non. Moi, en tant qu'organisateur qui a les téléphones satellites pratiquement pour chacun de mes guides, au cas où en même temps ça rassure ma clientèle, au cas où il y a un accident, où il y a un problème, où il y a
quoi que ce soit. Et je sais que n'importe où, mes guides, il peut m'appeler, même s'il n'y a pas de réseau. Alors on l'a vu avec François Hollande, hein, vous diriez que les Français sont plutôt moins doués que les autres pour les langues étrangères, pour l'anglais en particulier, ou c'est partout pareil? C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de Français qui parlent d'autres langues. Oui. Il y a, en même temps, disons, voilà, ils ne sont pas pour les langues, certes l'anglais. En même temps, disons, même les autres nations, ils ne font pas trop d'efforts pour parler les Français. Surtout les Anglais. Quoi. Et vous, votre langue à vous, elle présente beaucoup de différences avec l'arabe dialectal algérien? Elle n'a absolument rien à voir. Rien à voir. Rien à voir ni avec les Français, ni avec l'arabe algérien, ni avec l'arabe d'ailleurs. Voilà. C'est une langue qui est d'origine berbère, qui ressemble plutôt à toutes les langues berbères qu'on peut trouver dans le Maghreb. Et en revanche, elle se parle de votre zone du sud-est algérien jusqu'à la Mauritanie? Non, il y a 4 confédérations de Touaregs. Donc voilà, il y en a ce qu'on appelle les Touaregs des Agers et des Hogars qui se retrouvent au sud de l'Algérie et au sud libyen. Il y a les Touaregs des Iforas qui se trouvent au Mali, le nord du Mali. Et les Touaregs des Lahir qui se trouvent au nord du Niger. Donc c'est un peu ce qu'on appelle le centre du Sahara. Donc ça fait ça, voilà. Le Niger, le Mali, l'Algérie. Merci beaucoup de nous avoir fait voyager, Abdou Borji. Merci également à Corinne Alexia Dabo, à Anne Bonneau, Sandrine Weber, Jean-Marie Chazot et Nicolas Palcossian.